Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 4 avril 2026. Nous sommes fidèles à notre rendez-vous, mais l'émission de ce jour va avoir un caractère tout à fait particulier parce que nous avons choisi, au regard du contexte, au regard de l'ambiance qui prévaut dans le Congo, au niveau du Congo après cette élection du 15 mars 2026, nous avons tenu à faire une déclaration et je vais la faire au nom du citoyen Clément Mirassa. Et je pense que vous aurez l'occasion la prochaine fois, c'est-à-dire, si je ne me trompe, samedi 11, vous aurez l'occasion que nous retrouvons le format habituel. Donc aujourd'hui, je vais faire cette déclaration et je crois que vous trouverez là-dedans matière à réflexion, matière à méditer, matière à échanger avec les autres compatriotes. Déclaration du citoyen Clément Mirassa sur la non-conformité à la loi du président candidat Denis Sassou Nguesso, déclaré définitivement élu selon la Cour constitutionnelle avec 94,90% des suffrages, avec un taux de participation de 84,65% et celle du Parti congolais du travail, parti dont Denis Sassou Nguesso est le président. Rappel 1. La conférence nationale souveraine a pris la décision historique de mettre fin au règne du parti unique et de refaire entrer le Congo dans le multipartisme, c'est-à-dire dans la démocratie pluraliste. Elle a dégagé des orientations qui ont permis au gouvernement de transition du Premier ministre André Milongo d'élaborer et de faire adopter la Constitution du 15 mars 1992. Celle-ci a tenu à respecter un des principes essentiels de la démocratie pluraliste, à savoir l'alternance démocratique, avec le fait que le président de la République était élu pour un mandat de 5 ans et il était rééligible une seule fois. C'est dans ce contexte que le professeur Pascal Lissouba a été élu en 1992 lors de la seule élection considérée jusqu'à ce jour comme libre, transparente, démocratique, crédible et apaisée. C'est aussi la seule élection qui s'est déroulée en 2 tours. Au premier tour, Pascal Lissouba est arrivé en tête avec 35,89% des suffrages exprimés. Il a dévancé en cela Bernard Kolela, qui avait obtenu 20,32%, Denis Sassou Nguesso, qui avait obtenu 16,87%, André Milongo, qui avait obtenu 10,18%, et les autres. Cette élection a vu arriver en tête 2 personnalités charismatiques qui n'étaient mêlées ni de près ni de loin à l'organisation des élections. Elle n'a souffert d'aucune contestation. Malheureusement, le mandat du président Pascal Lissouba aura connu beaucoup de conflits, beaucoup de guerres fratricides. Le paroxysme sera atteint avec ce que l'on a coutume d'appeler la guerre dite du 5 juin 1997, pour laquelle nous ne rechercherons pas dans notre message les raisons, mais il y en a bien eu. Cette guerre a pris fin le 15 octobre 1997 avec le retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso et le départ en exil du président démocratiquement élu, Pascal Lissouba. Cette guerre aura eu un bilan extrêmement lourd
avec la mort, selon un analyste politique français, de près de 400 000 morts, des dégâts matériels extrêmement importants, des déplacements de la population. Il faut noter que la Constitution du 15 mars 1992 aura été abrogée. Un acte fondamental aura été adopté. Cet acte fondamental prévoyait une transition de 3 ans, mais en réalité, cette transition en a duré 5. Au cours de cette transition, la Constitution du 20 janvier 2002 a été adoptée et a permis l'organisation des élections générales. Grand 2. Violation de la Constitution du 20 janvier 2002 dès son entrée en vigueur. En effet, le pouvoir du président Denis Sassou Nguesso avait jugé la gestion du président Pascal Lissouba de calamiteuse et de catastrophique. Cela permet, sous un certain angle, d'expliquer pourquoi, dans la Constitution du 20 janvier 2002, il y a eu l'apparition de l'article 48, selon lequel tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. L'inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi. Je reprends cet alinéa. L'inobservation de cette obligation entraîne la déchéance des fonctions dans les conditions fixées par la loi. Et je reprends cet alinéa pour une raison simple. C'est que si la Constitution du 20 janvier 2002 avait été respectée, ni le président Denis Sassou Nguesso, ni les autres personnalités qui ont été élues ou nommées à une autre fonction publique n'auraient pu continuer à exercer leurs fonctions, puisque personne, absolument personne, n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Il faut malgré tout relever que cet engagement a été très bien apprécié par les Congolais, d'autant que l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi fondamentale disposait que tout acte de sabotage, tout acte de vandalisme, tout acte de corruption, d'enrichissement illicite, de concussion, de détournement des deniers publics est réprimé dans les conditions prévues par la loi. Cet état d'esprit se retrouve d'ailleurs dans le programme d'action gouvernementale d'Anatole Collinet Makosso, lorsque celui-ci déclare ce qui suit. Plus qu'un devoir de transparence, il s'agit là d'une preuve de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Car on ne peut pas, lors de sa prise de fonction, déclarer posséder par exemple 3 voitures et à la cessation de celle-ci, en avoir 10 sans pouvoir justifier une telle augmentation du patrimoine. Il s'agit donc pour nous de prêcher l'exemplarité. Fin de citation. Dans la pratique, il est apparu très rapidement un paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. En effet, l'installation des organes dirigeants de l'Assemblée nationale et du Sénat s'est déroulée le 10 août 2002 dans un contexte de consolidation de la nouvelle Constitution de 2002. Cela a marqué la fin de la période de transition. Le fait remarquable est qu'aucune personnalité élue ou nommée à une autre fonction publique n'a daigné déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction. Est-ce un oubli? Est-ce un acte délibéré au regard de la gravité de la situation? Le président de la République, qui prêtera le serment
le 14 août 2002, n'a pas lui non plus daigné déclarer son patrimoine. Malgré tout, il prête le serment devant la nation et le peuple, entre autres, de respecter et de faire respecter la Constitution. Ce qui veut en fait dire qu'au moment où il a prêté le serment, il a déjà violé la Constitution de la République. Comment expliquer cette situation au regard de son extrême gravité? Cela signifie en fait que les plus hautes autorités de l'État ont violé dès son entrée en vigueur la Constitution du 20 janvier 2002. Cela est visiblement très préoccupant. Apparemment, cela ne semblait guère gêner personne. Peu à peu, les citoyens ont commencé à se poser des questions, à se demander pourquoi il n'y avait pas eu le respect de cette disposition extrêmement importante. Les gouvernants ont tenté d'expliquer de façon fallacieuse qu'il manquait de texte d'application. Mais la question qui se pose est celle-ci. Qui devait prendre ce texte d'application? C'est bien sûr le gouvernement. Au cours d'une transition qui initialement était prévue pour 3 ans, mais qui en a duré 5. Est-ce par peur de la transparence? Est-ce par simple volonté de vouloir favoriser l'enrichissement illicite, la concussion, le népotisme, la corruption et autres? À ce propos, le défunt ministre Gabriel Nchaïbia nous a apporté un éclairage lumineux dans son livre intitulé 800 jours au ministère de la fonction publique et de la réforme de l'État, publié en 2009 aux éditions Emar. Dans ce livre, le ministre Nchaïbia a relevé ce qui suit. En application des dispositions de l'article 48 de la Constitution, j'ai initié un avant-projet de loi obligeant tous les citoyens élus ou nommés à de hautes fonctions à déclarer leurs biens à leur prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Ce texte, pourtant attendu par la communauté financière internationale, était d'une importance capitale, puisqu'il s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais les éléphants du gouvernement, tournant le dos au principe de la transparence et de la bonne gouvernance, l'ont torpillé à telle enseigne qu'il n'a pas dépassé le cap de l'interministériel. Je reprends cette partie relative au témoignage du ministre Nchaïbia. Il a relevé ce qui suit. En application des dispositions de l'article 48 de la Constitution, j'ai initié un avant-projet de loi obligeant tous les citoyens élus ou nommés à de hautes fonctions à déclarer leurs biens à leur prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Ce texte, pourtant attendu par la communauté financière internationale, était d'une importance capitale puisqu'il s'inscrivait dans le cadre de la lutte contre la corruption. Mais les éléphants du gouvernement, tournant le dos au principe de la transparence et de la bonne gouvernance, l'ont torpillé à telle enseigne qu'il n'a pas dépassé le cap de l'interministériel. Cela prouve à suffisance qu'il s'agit dans le fond d'un manque de volonté politique. Je reprends. Cela prouve qu'il s'agit dans le fond d'un manque grave de volonté politique. C'est finalement lorsque les effets de la grave crise multidimensionnelle ont commencé à durement toucher notre pays en 2017 que les gouvernants qui n'ont pas pu réaliser un ajustement interne pour sortir le pays de la crise ont décidé
de se tourner vers les institutions de Bretton Woods à la recherche d'un programme. C'est dans ce cadre que ces derniers ont posé entre autres l'exigence d'engagement et de détermination dans la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, la fraude, le népotisme et autres. Ce qui explique et permet de comprendre la promulgation de la loi numéro 4/2019 du 7 février 2019. Et comme vous le constatez, 2019, c'est-à-dire 17 ans après la mise en vigueur de la Constitution de janvier 2002, relative à l'obligation de déclaration de patrimoine par les citoyens élus ou nommés à notre fonction publique. Malheureusement, la mise en application de cette loi ne s'est pas faite conformément à la Constitution en 2021, de sorte que le constat clairement fait, c'est qu'il apparaît qu'au gouvernement, aucun gouvernant, aucun acteur politique, aucun responsable administratif n'a daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi depuis 2002. Grand 3, de la conformité à la loi. 3.1, du Parti congolais du travail. Le Parti congolais du travail, parti au pouvoir au Congo-Brazzaville, n'est pas en conformité avec la loi depuis 2002, c'est-à-dire depuis près de 24 ans. En effet, petit a, tout membre de ce parti, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a jamais daigné déclarer son patrimoine conformément à la loi depuis 2002. Petit b, lors des congrès de ce parti de décembre 2019 et de décembre 2025, les congressistes ont décidé unanimement de reconduire M. Denis Sassou Nguesso comme président du comité central, c'est-à-dire en fait président du dit parti, en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015, selon lequel le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Petit c, le Parti congolais du travail a violé l'article 26 de la loi 20/2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques, selon lequel les partis politiques ont le devoir de se conformer à la Constitution. Petit d, le Parti congolais du travail aurait dû et doit être sanctionné conformément à l'article 31 de la loi sur les partis ci-dessus mentionnés, qui dispose que, en cas de violation des lois en vigueur par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné de toutes ses activités et ordonne la fermeture provisoire de ces locaux. La question fondamentale qui se pose ici est celle de savoir pourquoi le Parti congolais du travail n'a toujours pas été sanctionné. Est-ce parce que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation en est un des membres du bureau politique, ou parce que le président de la République en est illégalement président? Petit e, curieusement, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation publie des textes à l'instar des arrêtés numéro 13205 du 21 octobre 2020 et numéro 1726/MID/CAB du 30 juin 2025, reconnaissant le Parti congolais du travail et plusieurs autres partis qui ne sont pas en conformité avec la loi. Cette situation est extrêmement préoccupante et illustre clairement
le côté partisan et le manque de neutralité de l'administration publique congolaise. F. S'agissant de l'élection présidentielle du 15 mars 2026, il faut souligner avec force que conformément à l'article 28 de la loi numéro 9/2001 du 10 décembre 2001 portant loi électorale modifiée, selon lequel seuls les partis légalement constitués et les groupements politiques, ainsi que les candidats régulièrement inscrits et ceux qui les soutiennent, sont autorisés à organiser des réunions électorales. Le Parti congolais du travail, qui n'est pas conforme à la loi, ne devrait pas et n'aurait pas dû prendre part à la campagne électorale pendant cette mascarade électorale. 3.2. De la situation du président de la République. Le président de la République est depuis 2002, c'est-à-dire depuis près de 24 ans, en situation difficile, délicate et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. En effet, petit a, il n'a jamais déclaré son patrimoine durant cette période. Il ne l'a pas fait en 2002, il ne l'a pas fait en 2009, il ne l'a pas fait en 2016, il ne l'a pas fait en 2021. Cela peut se vérifier facilement, car la déclaration du patrimoine donne lieu à la délivrance d'un récépissé qui est publié au journal officiel. Petit b, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est président du Parti congolais du travail en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution du 25 octobre 2015, ci-dessus cité. Sur ce point, un citoyen avait introduit, en juin 2020, un recours en inconstitutionnalité de l'élection qui avait permis la reconduction de M. Denis Sassou Nguesso lors du congrès de décembre 2019 comme président du comité central de ce parti, en fait, président du Parti congolais du travail. Par décision numéro 005, barre DCC, barre SVA, barre 20, du 31 juillet 2020, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Elle a choisi d'en faire notification au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre et chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Ce qui signifie en réalité que depuis juillet 2020, toutes les plus hautes autorités de l'État et toutes les institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, sont bien informés de ce que le Parti congolais du travail et le président de la République ne sont pas en conformité avec la loi. Curieusement, rien, absolument rien n'a été fait pour apporter une solution à cette situation extrêmement préoccupante. Elles ont plutôt toutes choisi d'observer un curieux et inacceptable silence. Petit c, depuis 2015, le président de la République n'a pas pris les dispositions nécessaires pour la mise en place formelle du Conseil national du dialogue, organe de concertation, organe d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Conseil national de dialogue, institué par les articles 227 et 228 de la Constitution du 25 octobre 2015. Ceci d'autant que le Congo traverse
depuis plus de 10 ans, une grave crise multidimensionnelle à laquelle les gouvernants actuels ne sont pas parvenus et peinent à trouver des solutions idoines et appropriées de sortie. Petite idée. Le président de la République a fait le choix, de façon délibérée, de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans la ruine et la catastrophe et les Congolais dans la misère et la souffrance. Les dossiers y relatifs sont très nombreux et connus de tous. On ne peut pas, dans ce cadre, ne pas évoquer le cas du trésor Gates, pour lequel une réquisition d'interdiction de sortie du territoire national et un mandat d'arrêt international avaient été émis à l'endroit de quelques cadres du Trésor. Parmi ceux-ci, un ancien directeur général adjoint du Trésor, M. Armel Dongouzidane, qui n'est nullement inquiété et qui a fait partie des équipes de campagne du président candidat Denis Sassou Nguesso. C'est d'ailleurs à ce propos que le président candidat Denis Sassou Nguesso s'est écrié « Honte aux voleurs, honte aux corrompus, honte aux corrupteurs ». Et il a annoncé qu'il allait maintenant s'occuper de la moralisation de la vie publique. Ce n'est certainement trop tard. Mais on peut également rappeler que le Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde, avec un indice de perception de la corruption médiocre de 23 sur 100 en 2024. Sur le terrain, rien, absolument rien ne bouge. Peut-on parler du développement ou de la marche du développement et tolérer la corruption, les détournements des deniers publics, la fraude, la concussion, le népotisme et autres? Petit E, le président de la République a ordonné l'opération Zéro Kuluna qui s'exécute sur le terrain en violation flagrante de la Constitution, des lois et règlements de la République et particulièrement de l'article 8 de la Constitution, qui dispose que la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. La peine de mort est abolie. De l'article 9, toujours de la même Constitution, qui stipule que la liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être arbitrairement accusé, arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Les droits de la victime sont également garantis. De l'article 11, toujours de la même Constitution, qui énonce que toute personne arrêtée est informée du motif et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Tout acte de torture, tout traitement cruel, inhumain ou dégradant est interdit. Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés individuelles, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. De l'article 205, selon lequel la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. La force publique est subordonnée à l'autorité civile. Elle n'agit que dans le cadre des lois et règlements. Je reprends. La force publique est subordonnée à l'autorité civile. Elle n'agit
que dans le cadre des lois et règlements, les conditions de sa mise en œuvre sont fixées par la loi. Fin de citation. Cette liste n'est pas exhaustive. Elle peut être complétée à tout moment. De ce qui précède, il apparaît clairement que 1. Le président de la République a violé l'article 50 de la Constitution qui dispose que tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. 2. Il a violé le serment qu'il a prêté devant la nation et le peuple, conformément à l'article 77 de la Constitution, d'une part, de respecter et de faire respecter la Constitution, et d'autre part, de garantir la paix et la justice à tous. En conclusion, nous tenons à relever avec force que le président candidat Denis Sassou Nguesso, élu définitivement selon la Cour constitutionnelle avec 94,90% des suffrages exprimés, n'est pas en conformité avec la loi. En français facile, on dirait qu'il est hors la loi. Il en est de même pour le Parti congolais du travail, parti dont M. Denis Sassou Nguesso est le président. Cette situation est extrêmement préoccupante car ni le président candidat Denis Sassou Nguesso, ni le Parti congolais du travail ne sont au-dessus de la loi. Surtout que l'on aime à dire et à répéter dans notre pays que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. À ce propos, il semble important de rappeler ici la déclaration de l'opposition Denis Sassou Nguesso lors d'un meeting URD-PCT en novembre 1980. À cet effet, il déclarait ce qui suit. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Nous faisons ici le constat du paradoxe entre ce que le président Denis Sassou Nguesso a déclaré et ce qu'il a fait. Parce que dans ce qu'il a fait, il a violé la Constitution du 20 janvier 2002. Il a violé la Constitution du 25 octobre 2015. Et le constat malheureux que nous faisons est que les élections du 15 mars 2026 se sont déroulées dans l'irrespect total des lois et règlements de la République, illustrant ainsi le choix délibéré fait par les gouvernants pour le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. La question qu'on peut se poser, où ce chemin mènera-t-il le Congo? En réalité, le président candidat Denis Sassou Nguesso se trouve soit dans une situation de faute grave, soit dans une situation de haute trahison. Les institutions de la République en général, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, en particulier, doivent accorder une attention particulière à cette situation à la fois gênante et préoccupante. Fait à Brazzaville, le 4 avril 2026,
le citoyen Clément Nyarassa. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci et à bientôt.